IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Chamanisme ce soir avec la chamane qui lit sur les visages. Brigitte Pietschak, ici présente dans les studios. Et on va parler de chamanisme. Ouais. Bonsoir. Bonsoir Brigitte Pietschak, ça s'écrit P-I-E-T-R-Z-A-K et ça se prononce Pietschak, c'est polonais. C'est d'origine polonaise par mes grands-parents paternels. C'est déjà à l'est, mais la Mongolie, c'est encore un peu plus à l'est. D'accord. Alors donc, vous parlez de la Mongolie. Vous êtes parti en Mongolie dans un récit autobiographique. Vous racontez l'histoire d'une Française reconnue chamane en Mongolie. Après son initiation par cette Française, c'est vous. Après son initiation par Enketuya. Alors Enketuya, vous l'avez rencontrée. Comment vous avez entendu parler d'elle? Alors donc j'en ai entendu parler en France, donc à travers différentes publications. Et à partir de là, c'est imposé à moi cette évidence que je devais partir en Mongolie. Et les 8000 kilomètres ne m'ont pas apeurée. Et j'ai décidé de partir avec mon amie Anne, ma très chère amie Anne, en Mongolie, pour la rencontrer. Ne vois-tu rien venir? Ouais, c'est tout à fait ça. Alors, comment se fait-il qu'on ait envie de partir en Mongolie avec Anne? Alors, pourquoi le chamanisme? Alors, je vais déjà vous parler un petit peu de mon parcours qui était assez éclectique au départ. Ce livre est dédié à Charlotte Kalmis, qui est, on va dire, une des premières femmes sages que j'ai rencontrées à 18 ans et qui a un peu, en quelque sorte, posé les jalons de ma vie spirituelle. Ensuite, je ne vais pas dire que j'ai papillonné, mais j'étais assez éclectique. J'ai été dans les groupes Gurdjieff. Alors, pour les auditeurs qui connaissent pas Gurdjieff, Gurdjieff, c'était un mystique, philosophe, aventurier, qui disait qu'il n'y avait pas, en fait, de conscience unifiée chez l'humain, entre ses centres et entre ses émotions, son esprit, son corps, et qui avait mis en pratique, donc, une série d'exercices qui permettaient de s'unifier. Donc, là, j'y suis restée à peu près 3 ans et j'ai fait une très, très belle rencontre avec Michel de Salzman, qui à l'époque s'occupait des groupes Gurdjieff. Sinon, j'ai fait de la méditation zazen, classique, dans du bouddhisme Soto. Et puis surtout, je me suis aussi intéressée aux écrits de Sri Aurobindo et de la mer, et de Satprem, où pour moi, ça a été la possibilité, j'allais dire, de plonger dans l'aventure de la conscience dans la matière. Et ça reste pour moi toujours quelque chose d'important dans ma pratique. Les écrits de la mer. Oui, mais alors que ça nous dit pas comment vous arrivez au mongolisme et chez les Mongols et chez cette femme Enketuya. Alors, il y a eu la force de l'appel. En novembre 2012, j'ai vraiment senti en moi que je devais aller rejoindre cette femme et que le chamanisme m'appelait. Alors, c'est pas le tout d'avoir une envie d'aller rejoindre quelqu'un, mais pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? Alors là, c'est la force de l'appel. Moi-même, je ne sais pas encore. D'autant plus que j'avais une sorte d'a priori par rapport au chamanisme. C'est-à-dire que je ne voulais pas jouer à l'Indien, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai dépassé ces a priori. Et donc, connaissant Anne et son esprit d'aventure, je l'ai sollicité pour qu'on puisse partir toutes les deux. Et on s'est donné les moyens de rejoindre Enketuya. Alors, vous avez tapé sur un moteur de recherche chaman Mongolie, c'est ça? Non, pas du tout. Il y a des anthropologues, des femmes de terrain, comme notamment Laetitia Merli, qui avait écrit un ouvrage très intéressant sur le renouveau du chamanisme en Mongolie. D'ailleurs, un ouvrage que je vous conseille, qui s'appelle De l'ombre à la lumière, de l'individu à la nation. Entre autres, elle a été l'élève de la grande anthropologue Roberta Maillon. Et elle a fait justement aussi des portraits de chamans, dont Enketuya. Et j'ai senti, c'est très difficile à relater, mais j'ai vraiment senti en moi cette force de l'appel qui me disait, mais c'est là que tu dois aller. Alors, il y a des livres sur Enketuya, alors il y a un écrit, elle. Si, il y a Corinne Sombrin qui a écrit des livres sur Enketuya, qui a été aussi initiée par Enketuya, mais qui n'a pas voulu par la suite utiliser son don et qui en quelque sorte a donné son don, on va dire, aux neurosciences. Et donc c'est devenu autre chose.
D'accord. Et dans son cas, on parle plus de transe chamanique, mais de transe cognitive. D'accord. Donc, on se rend compte en lisant la chamane qui lit sur les visages que cette Nketuya, finalement, il y a plein de gens qui viennent la voir, que ce soit pour des initiations parce qu'ils se pensent chamanes, ou que ce soit pour des guérisons, et des gens du monde entier. Des gens du monde entier, et des Mongols. C'est-à-dire, quand je vais là-bas, toute la journée, je suis dans le tipi, et défilent dans le tipi des Mongols. Ça dépend des années, mais beaucoup moins d'étrangers, mais quand même des étrangers d'un peu partout. Oui, il y avait des Allemands, des Américains, voilà. des Japonais. Des Japonais, tout à fait. Cette année, un Japonais, très touchant. Ouais. Donc vous arrivez là-bas, il faut combien de temps pour aller en Mongolie? Alors, déjà, c'est pas direct. Donc, on prend l'aéroflotte et on fait une petite escale à Moscou et on arrive à Oulan-Bator. Et ensuite, il faut aller dans le nord de la Mongolie. Donc, on refait un trajet à peu près de 10 à 12 heures en voiture. Et on arrive dans la taïga, auprès du lac, dans le camp d'Enketuya. Et là, on est très bien accueillis. Il faut juste se méfier des chiens. C'est ça, vous avez compris. Alors, expliquez-nous si jamais un jour on se retrouve en taïga. C'est-à-dire, le chien, c'est le fidèle gardien de la yourte, donc il fait bien son travail. Mais c'est vrai qu'on a affaire à des gros molosses. Et parfois, c'est très, très, très impressionnant. Mais pour en revenir à mon amie Anne, elle sait très très bien les apprivoiser, notamment le chien d'Enketuya, Marcos, un chien que personne ne pouvait approcher. Il est si grand que ça? Ah oui, vraiment. Parce que là, vraiment. elle me montre quelque chose qui fait 1m50, facile. Vous êtes sûr que c'est un chien? Marcos, redoutable gardien. Vous êtes sûr que c'est un chien? C'est pas... Tout à fait. Donc je débarque en Mongolie, je ne connais rien au chamanisme, si ce n'est que j'ai déjà une relation avec l'invisible, puisque j'ai des visions, je vais dire, depuis toujours. Et notamment, c'est intéressant, ça j'en ai pas parlé, mais avant Charlotte, mon amie d'enfance, Sylvie, quand on avait peut-être 14-15 ans, était venue avec un jeu de cartes. Et pour moi, ça avait été une découverte. Et très vite, c'était devenu un support pour mes visions, justement. Un jeu de tarot, tout ça. Un jeu de tarot, tout simple. Voilà. Donc, avant Charlotte, il y avait eu Sylvie quand même avec son jeu de tarot. Et donc, je déboule en Mongolie et vous imaginez que pour moi, c'est un très, très grand moment d'émotion, pour Anne aussi, parce que je me dis, là, je vais jouer quelque chose de très, très fort, comme si, vous voyez, là, on n'est pas loin d'Anguin, au casino, c'est tout ou rien. Ouais. Et alors, je vois ce tipi, je revis l'émotion au moment où je vous parle, je sens cette bâche qui va s'ouvrir, je sens que derrière, il y a Enketuya, et ça s'ouvre. Et à ce moment-là, ça s'accélère. Et vraiment, on se tombe dans les bras, comme si on s'était... La première fois que vous la voyez. La première fois. Et elle aussi me tombe dans les bras. Une espèce d'évidence dans cette rencontre. Et elle me dit, enfin plutôt par l'intermédiaire de la première traductrice, qui était mormone, je le dis dans le livre. Oui, et puis qui n'était pas du tout dans l'approche de ce qu'elle traduisait, qui essayait de changer le message parce qu'elle n'était pas d'accord avec ça. Elle n'était pas du tout d'accord. Et elle me dit, mais pourquoi tu n'es pas venue plus tôt? Alors, à partir de là, je lui parle de mes pseudo-évanouissements où souvent j'ai l'impression que je vais tomber par terre, etc. Mais elle me dit, mais ne t'inquiète pas, c'est pas grave. C'est la maladie chamanique. Tu es sûrement chamane. Et elle dit, tu es chamane, mais pour ça, on va faire un rituel pour être sûr que tu es chamane. Et à partir de là, donc... Ça, vous l'expliquez bien dans votre livre. On vous met un masque, on vous met une robe, on vous habille, on vous déguise, quoi, je veux dire. Mais encore une fois, je ne veux pas jouer à l'Indien. C'est-à-dire que quand on m'habille, sur le coup, je me suis dit, mais comment tu vas vivre ça? Et en fait, je l'ai vécu très bien. Parce que... C'est lourd, non? Oui, assez lourd. C'est lourd, hein. Mais parce qu'au-delà de l'aspect culturel, il y a une espèce de transcendance qui fait qu'on est au-delà. On n'y pense plus. Donc, le premier rituel il est expliqué dans votre livre. Après, on vous donne des bâtons de pouvoir, enfin tout un tas de choses tout au long de l'initiation arrivent. Et puis ces fameux esprits, c'est Ongo, comment on dit? Ongot. Oui. C'est quoi l'Ongot? Alors, on va dire que c'est l'esprit, c'est l'intermédiaire. C'est des animaux totems, c'est quoi? Pas forcément, Non. c'est toutes sortes de présences. J'en ai énuméré, alors moi j'ai énuméré le viking, le bourriate qui est mon esprit maître, ça peut être l'ours, l'aigle, le loup, mais ça va au-delà des animaux de pouvoir. Et donc ce que je tenais à dire, c'est que
Le mot trans qu'on utilise couramment, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que dans les sociétés chamaniques, c'est pas du tout un mot qu'on va employer, mais on va employer le mot de descente, ce qui est tout à fait autre chose. Il y a une espèce de romantisme dans l'idée qu'on a du chamanisme, notamment dans l'ouvrage de Mircea Eliade, qui a fait connaître un peu ce qu'était le chamanisme dans les années 50, où il parle de techniques archaïques de l'extase. Donc à partir de là, on a parlé de transe, on a parlé de possession, on a fait un espèce d'amalgame des deux. Alors déjà, la transe et la possession, c'est pas du tout la même chose. Le possédé subit, alors que le chaman, dans la transe, il agit. Parce qu'en fait, il va chercher des informations pour celui qui le sollicite, et sa parole doit revenir intacte pour justement pouvoir servir en conscience celui qui l'a sollicité. Mais en fait, ce sont les ongodes qui choisissent de venir à nous. Que quelqu'un qui tombe en léthargie, dans l'inconscience, possédé, il subit. Et en fait, il sert à rien. Vous écrivez que le chaman doit rester maître de son expérience. C'est là toute la différence avec la possession qui vous emporte et vous anéantit en vous renvoyant dans les limbes de l'inconscience. Le chaman doit rester présent au dialogue avec ses guides pour pouvoir à son retour rapporter une parole intacte, impeccable, responsable qui donnera des réponses concrètes aux gens qui les attendent sans tarder. Parce que c'est important aussi de ramener des réponses. Il y a une question parole. Tout à fait. En fait, le chaman doit savoir entrer dans le voyage et aussi savoir en sortir de cette autre réalité. Il doit absolument pas la subir. Il doit pas accepter, en fait, d'être possédé. Donc, parfois, c'est quand l'esprit vous investit, il faut rester conscient. Et ça, c'est très, très important. On peut voyager dans un état, même on voyage dans un état de conscience altéré, mais on doit rester conscient si on veut que le rituel réussisse. Parce qu'il faut avoir cette possibilité de négocier avec les esprits. Et ça, c'est très important. L'aspect de négociation. Sans pour autant attendre un résultat. Peut-être pas, oui. Il faut aussi accepter ce présupposé. Et quelquefois, vous l'écrivez aussi dans le livre, vous savez qu'il n'y aura pas de résultat. C'est-à-dire que quelque part, quand c'est quelque chose d'incurable, vous pouvez négocier quelques mois de vie en plus, mais c'est tout. Alors, il y a une distinction que j'aimerais faire quand même par rapport au mot médium aussi. On fait un peu de vocabulaire, mais ça me semble important. Et le mot chaman. Le médium est passif. Et le médium, il est actif dans le voyage. Et ça, c'est très, très important. Le chaman est actif. Le chaman est actif, oui. En fait, pour travailler pour le bien d'autrui, il faut garder toujours cette conscience éveillée pour justement pouvoir négocier et rapporter le surcroît d'énergie qui va permettre à celui qui vous a sollicité d'en profiter et de réparer. Alors, ils viennent solliciter pour un tas de problèmes, des retours d'affection, des envies d'enfants, de maternité, mais aussi des maladies graves ou des accidents. Ou des carrières politiques, il y a même une carrière politique, ils viennent solliciter pour plein de choses, pas uniquement des maladies, aussi des maladies de l'âme. C'est le médecin de famille, en quelque sorte, en Mongolie. C'est très courant. Quand on parle de chamanisme... Et tout le monde assiste. Tout le monde assiste, oui. Sauf quand il y a des choses un peu délicates, comme j'ai vu Enketuya qui faisait sortir du tipi, par exemple, des jeunes filles qui avaient été abusées. Donc là, il y a quand même une forme de respect où là, on comprend qu'il y a quelque chose de grave. Alors, Enketuya vous pose des questions. Elle vous pose les questions: combien de ciels, au pluriel? Quel est ton esprit maître? Et qui sont tes ancêtres? Oui. Vous avez pu répondre à ces questions? Alors, comme je dis, je veux pas être plus chamane que les chamans. Et en fait, j'essaie d'être vraie. Alors, je pense avoir bien répondu parce que au bout de l'expérience, bien que autour de moi il y avait 2 jeunes garçons qui se moquaient de moi. D'ailleurs, j'en parle après. Ceux qui vous habillaient. Ceux qui m'habillaient, ce qu'on appelle les touchis, les teneurs. Enketuya considère que je suis chamane et donc tout va bien. Donc sans doute j'ai bien répondu.
Vous dites que trouver son touchy, c'est s'assurer de voyager en toute confiance. Et visiblement, j'ai pas encore trouvé le mien. Parce que c'est au début du livre, hein, donc voilà. C'est ceux qui sont là pour vous habiller, mais aussi quelque part vous protéger quand vous êtes entre deux mondes, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que vous avancez dans l'ovo, c'est-à-dire le cercle de cérémonie. À un moment, le chaman a la possibilité de demander des choses comme du lait, de la vodka, des bonbons, du thé, des cigarettes. Et vraiment, le touchy, il est très très important parce que c'est lui qui comme un bébé, qui vous permet en fait d'avancer. Et depuis, j'ai trouvé mon touchy, qui s'appelle Gundale, qui est un garçon grand et gros, que j'aime beaucoup, et qui a une belle bienveillance. Et pour moi, Gundale, c'est vraiment mon touchy. Mais au départ, c'était très flottant. D'ailleurs, c'est comme la traductrice. Maintenant, j'ai trouvé ma traductrice, que j'appelle ma sœur de Mongolie, qui s'appelle Bolorma. Et voilà, ça se passe très bien maintenant. Ok. Alors, vous dites, en cet instant, je suis la chamane blanche, celle qui aspire à réparer, à nettoyer, à guérir. C'est quoi la chamane blanche? Il y a des chamanes de couleurs différentes? Il y a toujours cette forme d'aspiration vers la lumière. Et pour moi, le rétablissement de la santé, c'est avant tout le rétablissement des forces spirituelles. Et c'est vrai qu'il y a un phénomène, je dirais plutôt ascensionnel vers la lumière. Donc le blanc, pour moi, évoquant la lumière. Enketuya est une chamane blanche. Ce n'est pas une sorcière ni une chamane noire, je dirais. C'est de la magie blanche, c'est pas de la magie noire. Même si on va parler un peu plus tard des ciels blancs et des ciels noirs, mais ça viendra un peu plus tard. Alors Anne, la femme qui vous accompagne, vous dit qu'un surnom, circule à votre endroit et que l'on vous appelle désormais la chamane qui lit sur les visages. Alors, c'est le titre de votre livre. Pourquoi ils vous ont donné ce nom-là, à votre avis? Parce que même sans cérémonie, j'ai ce pouvoir de vision en regardant les gens. Et Enketuya l'a admis d'ailleurs. Elle m'a dit, il y a des gens comme toi qui n'ont pas besoin de jouer du tambour pour justement être visionnaires. Et c'est vrai que les gens viennent me consulter, même en dehors des cérémonies, pour différentes choses. Parce que je dirais que le chaman est avant tout un visionnaire inspiré. C'est-à-dire, il y a la vision, et puis après, il y a la force qui vient avec la rencontre avec les ongodes, qui vont apporter ce surcroît d'énergie que le chaman va ramener. Avec les esprits qui donnent les réponses aux questions qu'ils se posent. C'est ça, tout à fait. Au début, j'hésitais à les questionner. Et Enketuya me disait, mais tu dois leur demander ce que tu veux leur demander. Ils sont là pour te répondre. Et à partir de là, il y a un véritable dialogue qui s'instaure entre le chaman et les esprits, et les ongodes. Ok. En fait, l'important pour le chaman, c'est de pouvoir se mouvoir dans n'importe quel monde. On peut aussi investir le monde d'en bas. Il y en a combien des mondes? Le nombre, je ne sais pas. Je ne les ai pas comptés. Mais se mouvoir dans n'importe quel monde, ça veut dire qu'on peut rencontrer parfois des esprits puissants, féroces. Mais on peut aussi les amadouer, les maîtriser. Souvent, les esprits qui viennent du ciel noir, les esprits d'en bas, ont la force, par exemple, de pouvoir aider à guérir des maladies très graves. Mais ce sont des esprits coriaces. C'est-à-dire, vous dites un peu plus loin dans le livre, il y a une femme qui va avec un cancer, une femme française qui fait un voyage alors qu'elle est en stade final. D'ailleurs, je sais pas ce qu'elle est devenue, cette femme. Bon. Et vous dites qu'à la rigueur, vous les nourrissez, ces esprits noirs, avec la maladie, avec le cancer. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent de ce cancer. Donc cette femme, c'est une femme belge, Isabelle, qui se porte bien, qui est toujours en vie, ça se passe très bien. Alors qu'elle a souffert pour aller là-bas. Hein. Voilà, ça a été difficile. Oui. Et elle est toujours en lien avec Enketuya, et Enketuya ne manque pas de continuer à faire des cérémonies pour elle, et moi aussi. Et donc pendant le soin, il y avait ce rapport au fait qu'il se nourrissait des miasmes, de ce cancer, de cette saloperie, on peut dire. Il y a des esprits gloutons, en effet. Ouais. Alors, le chamanisme traditionnel diffère en cela pour vous des techniques de développement personnel qui tendent à fausser l'approche du chamanisme en posant pour loi notre seule volonté
notre toute-puissance à créer des intentions et à croire que nous pouvons tout maîtriser, tout réaliser, tout comprendre. Vous dites que les ongodes choisissent de venir à nous en toute liberté. Donc la différence entre le chamanisme et le développement personnel, c'est que notre volonté... Je dirais que dans la tranche chamanique, c'est avant tout un acte de foi. C'est un acte d'amour, c'est une rencontre. Oui, que ta volonté soit faite. Voilà, que ta volonté soit faite. Et la possibilité d'une absence de résultat renvoie à une certaine humilité, fait relativiser toute illusion encourageant une éventuelle surpuissance dans une prise d'ego. Et le chaman ne doit jamais oublier qu'il n'est qu'un intermédiaire. À partir du moment où il a le sentiment d'une surpuissance, c'est qu'il est à côté. Alors, il y a 2 instruments qu'on va vous donner, une guimbarde et un tambour. La guimbarde, est-ce que j'ai un morceau de guimbarde dans ce que vous m'avez donné là? Grand-mère, non? Non, vous avez le tambour d'Enketouya, c'est déjà pas mal. Ouais. Bon. C'est quand même, c'est Bolorma qui justement avait pris cet Allez, on met un enregistrement. petit coup de tambour, pas très longtemps parce que ça dure longtemps. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, c'est la deuxième partie de cet Au-delà du miroir avec Brigitte Pietschak. Qu'est-ce qu'on entend là comme musique, Brigitte? Là, on entend un rituel effectué par Enketouya qui sort des tripes. Elle appelle quoi? Elle appelle qui? Elle invoque, et c'est vrai que dans ces cas-là, elle change de voix. Et seul son mari ou sa fille savent déchiffrer ses paroles. C'est toujours un moment très, très émouvant de l'entendre. Alors vous écrivez, on naît du verbe naître, chaman, on ne le devient pas. Il arrive que des personnes se présentent convaincues de leur titre et repartent frustrées quand Enketouya ébauche d'un mouvement de tête une réponse négative à propos de leur ambition non fondée. J'imagine chez ces gens qui ont fait 8000 kilomètres. Ça doit être très sympathique. Est-ce qu'ils vont pas voir ailleurs pour voir s'il y en a pas un autre qui veut... Bien sûr, oui. Oui. Ça crée des drames, en effet. Oui. Et sinon, vous avez l'inverse aussi. Oui. Vous avez des gens qui se retrouvent là-bas par hasard et à qui on dit vous devriez. Ce qui est très rigolo, c'est par exemple de voir des couples. Parfois, on dit la femme pense qu'elle est chamane ou l'homme. Et Enketouya va dire ah non, mais toi tu n'es pas chamane, mais toi à côté par contre, toi tu es. Et alors la personne elle dit moi, mais comment ça moi? Il y a l'effet de surprise. Notamment, je parle de Soufda, qui est devenue une amie, qui est une élève aussi d'Enketouya,
et qui a mis beaucoup de temps à accepter d'être chaman. Il faut combien de temps pour être chaman? On est chaman, mais à partir de là, il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme, mais justement, alors ce qui est intéressant, comme dit Laetitia Merli, l'anthropologue, les esprits t'enseigneront. C'est-à-dire que Enketuya nous met sur la voie de la rencontre pour pouvoir justement rencontrer nos ongodes. Et à partir de là, c'est à vous de trouver votre propre chemin et vos propres rituels. Ce qu'elle vous dit, tu ramènes ça en Europe et après tu te débrouilles un peu. En quelque sorte. Ouais. Et cette très jolie phrase à la page 47, le chaman sait pointer la direction de sa bonne étoile à celui qui l'a perdu ou momentanément égaré. Est-ce qu'il y a une grande relation au ciel? Oui. Et moi, la première question que je me suis posée, comme une phrase qui m'a été donnée, j'aime beaucoup cette phrase, c'est quel est le point le plus haut du ciel? Et c'est toujours l'étoile que je vise quand je parle du point le plus haut du ciel. C'est très important pour moi, quand je commence le voyage chamanique, de me poser cette question. Et vous la choisissez, l'étoile, ou c'est... Non, voyager, c'est aller vers l'inconnu. On est conduit. Elle vous pose une question au départ, elle vous le demande si vous avez fait un bon voyage. Oui, ça c'est la question rituelle. Quand le chaman termine la cérémonie, on lui dit « As-tu bien voyagé ?» Le Touchi dit « As-tu bien voyagé ?» Et à partir de là, on raconte son voyage. C'est pour ça que c'est important d'être conscient et de raconter, parce que on a vu justement des gens qui étaient possédés et qui ne se souvenaient de rien, qui étaient capables de mordre, de griffer, et à partir de là. Et quand ils reviennent, ils redeviennent normaux, mais ils se souviennent pas qu'ils étaient en train de mordre et de griffer. On leur raconte. Et alors, qu'est-ce que vous en faites de ça? Ça c'est un état de possession. C'est là où je vous dis, là, Enketuya doit faire en sorte que la personne, au bout d'un moment, arrive à maîtriser, justement. Et qu'elle soit plus investie de telle façon que la personne soit anéantie. C'est toute la difficulté. Oui, c'est ça, vous le dites. Mais je n'ai jamais été possédée personnellement. Investi, oui, mais pas possédé. Oui, Enketuya vous dit que le danger est d'appeler les esprits sans savoir les manier et en définitive ne pas être apte à les faire repartir pour qu'ils puissent retrouver la paix. Ils peuvent, dans ce cas, s'accrocher et créer des désordres en tout genre, restant sur notre plan de réalité sans pouvoir s'en extirper. C'est une raison majeure pour laquelle on ne peut pas s'improviser chaman. Alors pour elle, c'est toute la difficulté des techniques du néo-chamanisme et du développement personnel. C'est-à-dire qu'avec le tambour, on appelle les esprits, mais on ne sait pas les faire repartir. C'est ce qu'elle m'a dit encore cet été. Donc on peut, avec le tambour, en effet, appeler des présences, même avec la guimbarde, mais après, les présences peuvent s'accrocher et créer justement des désagréments. Un chaman doit savoir appeler les esprits, mais aussi savoir les faire repartir. Et elle ne sait pas, alors elle vous a dit qu'elle ne savait pas encore les faire repartir. Si, Enketuya sait, bien sûr. Mais là, je vous parle des techniques qui sont censées, ou là où on fait boum boum du tambour, sans savoir exactement ce qu'on fait. Ou comme on fait tourner les tables. C'est ça. Oui. Alors. Oui, le spiritisme, c'est la même chose. Alors c'est intéressant aussi parce que vous dites qu'on ne sait à première vue interpréter des événements qui sous-tendent une réalité déjà en germe et qui se profileront quelque temps plus tard. C'est une révélation de découvrir que c'est souvent le futur qui nous appelle. On se rend compte a posteriori que tout était déjà dit, comme des petits cailloux semés en amont pour nous montrer la voie et les limites de notre destinée. Ça veut dire que quand vous faites un soin, vous allez chercher dans le futur. Oui, il y a une sorte de saut quantique. C'est intéressant ce voyage dans le temps. Oui. Ça, vous l'expliquez en ce qui concerne, par exemple, la fertilité des femmes. Oui. Vous voyez les enfants avant qu'ils soient nés. Alors ça, c'est chaque chaman a sa spécialité. Et visiblement, moi, je suis pas trop mauvaise au niveau de la stérilité. De la visualisation. Et voilà, c'est ça. Parce que j'ai eu affaire à plusieurs cas par rapport à ça. Alors, en Mongolie, il y a l'alcoolisme qui sévit pas mal. Vraiment. On en parle un peu. Oui. Beaucoup de violence. Est-ce que vous arrivez, en tant que chaman, à virer l'alcool? Ça doit être compliqué. Ça, c'est très compliqué. Les addictions, c'est très compliqué.
Oui. Mais c'est vrai que l'alcoolisme est un problème en Mongolie. Surtout les hommes? Oui. Et les femmes ont l'air d'en souffrir? Oui. Une femme de 30 ans qui n'est pas mariée, c'est un problème là-bas. C'est aussi un problème, oui. Oui, on considère que... Là, je vois la petite fille Oyuna d'Enketuya, elle va bientôt s'approcher des 30 ans. Elle n'a pas de mari. Ça, pour elle, ça devient un souci. Pour la petite fille, pour Enketuya, je sais pas. Mais on se dit, pourquoi? Enfin, c'est pas normal, on va dire. En Mongolie, c'est pas normal. Donc même Enketuya a un mari? Enketuya a un jeune mari. Ah bon? Son mari, Enketuya, a 62 ans et son mari a 40 ans. Ouais. Donc, ce qui est très subversif en Mongolie. Ouais, il n'y a pas qu'en Mongolie. Mais Enketuya s'en fout parce qu'elle est très joyeuse, elle est très libre. Oui. Et ça, c'est très, très agréable de la côtoyer pour ça. Et Oumi, son mari, est un espèce de grand colosse guerrier qui part à tout dans le camp et qui est une espèce de MacGyver mongol. Et c'est très rigolo de les voir ensemble. Ça doit être sympa. Alors, il y a tout un chapitre sur les esprits. Donc, quand ils sont mal partis, certains esprits s'accrochent et se refusent à quitter cette terre. Oui. Les morts accidentelles, brutales ou par suicide ne facilitent pas le départ, au contraire de ce que l'on pourrait croire en y voyant un point d'arrêt rédempteur. Le rôle du chaman est de montrer aux défunts la voie de la libération afin que leur âme trouve le repos et qu'ils cessent d'investir leurs proches, parfois au point de les rendre malades. Ça, c'est fréquent. C'est fréquent, tout à fait. Surtout sur les suicidés, vous avez des cas dans le livre. Oui. Et ça, en vision, j'ai eu vraiment à négocier avec des esprits qui s'accrochaient encore à leurs proches et à libérer. Et des années après. Et des années après, oui. Et à couper le fil. Ça, c'est très, très beau quand on coupe le fil. Quand on libère l'âme et qu'on lui laisse la possibilité justement de s'élever. Et est-ce que l'âme est d'accord ? Parfois, il y a beaucoup d'attachement. Et là aussi, il faut négocier. Il faut encourager. Mais c'est vraiment des moments très, très forts de parler aux morts. On va faire juste c'est grand-mère ou l'autre que je mets. Oui, c'est un chant de la meilleure amie d'Enketuya, qui est un peu comme sa sœur et qui a une voix magnifique. C'est une voix que j'ai pu enregistrer justement cet été. C'est parti.
Alors oui, c'est une voix qui ressemble un peu quand même. Des fois, il y a des intonités un peu chinoises, japonaises, hindoues, Asie pas hindoues, centrale. mais Asie centrale. Alors, j'avais une question, mais elle est partie, c'est pas grave. Ah oui, pourquoi? Alors, qu'est-ce que c'était que ce chant? Elle était censée appeler quelque chose ou c'est un chant Non, traditionnel? c'est plutôt un chant traditionnel, oui, oui. Et cette femme a une très belle voix et elle a toujours une bienveillance et c'est toujours très, très agréable de la côtoyer. Et donc, vous dites aussi que c'est très compliqué d'apprendre leur langue parce que c'est des sons gutturaux qu'on n'arrive pas à faire. Oui, c'est une langue dite altaïque avec une superposition de sonorités qu'on n'a pas l'habitude nous d'employer, des choses qui sont enfin très pour nous quasiment imprononçables. C'est pour ça que une traductrice c'est vraiment très très important parce que c'est vraiment mon relais avec Enketouya et les gens qui viennent me consulter. Vous écrivez, on ne connaît vraiment la Mongolie que si on l'a connue en cette saison extrême, février, c'est en février. Oui. À -40, on touche à l'essentiel jusqu'au tréfonds de ses cellules. Le soir, dans la yourte, on allume le poêle dans l'intention de passer une nuit bien au chaud, mais à 4 heures du matin, il s'éteint. Les -10 degrés nous réveillent, montrant les limites de ce chauffage traditionnel. Toutes les bûches ont été consumées. On se sent tout petit et démuni face à sa propre faiblesse. Quelqu'un doit faire preuve de courage et se lever pour rallumer le feu qui va nous redonner vie. Vous expliquez que là-bas, ils ne peuvent pas vivre seuls, c'est vraiment des communautés, sinon ils meurent. Tout à fait, tout à fait. Et il faut savoir que une chamane est avant tout une chef de tribu. Et donc il y a beaucoup de gens dans ce camp qui sont amenés à avoir des tâches tout à fait diverses pour faire vivre la communauté. Oui. Un peu plus loin, personne ne sait plus au bout d'un moment, dans ces conditions exceptionnelles, s'il a froid au corps ou s'il a froid à l'âme. Le temps semble suspendu en apnée. Vous avez eu froid à l'âme, Brigitte Pietzac? C'est-à-dire que ça vous ramène vraiment à l'essentiel, je dirais, de vous-même. Et c'est vrai que face au froid, on est comme une pauvre petite chose et surgit l'essentiel face à la rudesse du climat. Et c'est vraiment une expérience d'aller en février en Mongolie. Y aller en juillet, c'est encore autre chose. Mais c'est plus facile pour moi d'y aller en juillet parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup de monde qui vient dans le tipi. Et là, je me sens beaucoup plus à ma place puisque je peux à ce moment-là faire des soins. Alors, on mesure la force d'un chaman ou d'une chamane au nombre d'esprits qui sont venus le visiter et désormais l'accompagner. En ce qui me concerne, Brigitte Pietzac, j'en énumère pour l'instant 16, que je peux décrire et ressentir avec précision. Il y a le gardien casqué, l'esprit de lumière, le cobra blanc, le léopard des neiges, le loup blanc et le loup noir, l'ours, l'ange de la bibliothèque, l'esprit vibratile, la vieille femme, le cavalier, le corbeau, l'aigle, l'archer, le viking et mon esprit maître, le bourriate. C'est quoi l'ange de la bibliothèque? Alors, en fait, les ongotes sont très caractérisés. Et alors, pourquoi je l'ai appelé l'ange de la bibliothèque? Parce qu'il est apparu à un moment très précis et il était entouré de livres, très méditatif. Et en fait, tous ces adjectifs sont là pour caractériser chacun des ongotes qui sont venus me visiter à un moment donné. Voilà. On va revenir à cette fameuse Isabelle qui n'avait rien à perdre quand elle a décidé de venir avec vous en juillet. Elle nous écoute, Isabelle, normalement. Oui, donc c'est elle qui Isabelle de Belgique. Voilà, donc Isabelle, cette chamane Enketouya, en vision, voit une plante pour la soigner. À l'onde gauche. Ouais. C'est assez amusant, quoi, de voir la plante qui pourra la soigner. Oui. Et donc, elle demande à sa fille, Batma, d'aller la chercher. Et pendant tout le séjour d'Isabelle et de Luc, son mari, on a imposé les plantes. Soit Anne les a imposées, soit Enketouya. Donc c'était en externe, c'était en emplâtre. Oui. C'est ça. Il y avait des choses aussi à prendre. Ouais. Mais ça, c'était encore autre chose. Dans les détails, Isabelle en parlerait mieux que moi. Mais Enketouya a apporté vraiment une attention toute particulière envers Isabelle et elle continue à la suivre malgré les 8000 kilomètres. Et là j'ai la phrase que j'avais pas tout à l'heure.
La reconnexion avec la nature semble avoir fait son effet. Sera-t-elle durable? Il semblerait que oui, puisqu'Isabelle nous écoute. Ce février 2019, elle a nettoyé et offert les cellules malignes aux esprits, car elles tendent à se multiplier à grande vitesse de façon anarchique et destructrice. Ouais. C'est vrai que le cancer, c'est une cellule qui veut pas mourir. Mmh. Donc, c'est une bonne chose que de la laisser manger par des esprits qui... Et il y a eu une vraie relation de cœur avec Isabelle. Nketouya est toujours dans une forme d'empathie, mais avec Isabelle, il s'est noué vraiment quelque chose de tout à fait particulier, de très très fort entre elles deux. Un peu plus loin, comme toujours, les ondes God sont là pour lui montrer l'attitude juste à adopter. Il arrive même que des gens soient trop attachés à leur souffrance pour accepter de s'en séparer. Dans ce cas, il n'y a rien à faire. Merci Isabelle d'avoir laissé ta souffrance partir. Il y a toujours une part de libre arbitre. Ouais. Oui, parce que le fait de plus pouvoir se plaindre, quelquefois, c'est gênant. Oui. Donc c'est bien de se détacher de sa souffrance. Alors il y a quand même Nketouya qui vous reprend quand vous intervenez trop. Elle vous dit comme un rappel à l'ordre. Quand on ne te demande rien, tu ne dis rien. J'apprends ma leçon. Donc Ouais. l'intérêt c'est pas d'aller dire aux gens des choses qu'on Tout à verrait fait. si on nous a rien demandé. Il faut tenir sa langue. Ouais. J'avais tendance au début peut-être un petit peu à parler à tort et à travers quand je voyais des trucs, vous voyez, genre j'ai vu ça, mais stop. C'est-à-dire, si on te demande rien, tu dis rien. Et là, j'ai compris la leçon. Puisqu'on Donc, parle de langue, parlez-nous de la langue noire. Alors la langue noire, on va dire que c'est la mauvaise langue, on dirait. C'est tous ces gens qui sèment blou des blablabla et qui font qu'au bout d'un moment, il faut nettoyer tout ça. Et on voit beaucoup de gens qui viennent justement à cause de la langue noire chez Nketouya. Et là, à ce moment-là, on fait un rituel très précis. Couper les langues. Où on va mettre le blanc sur le noir pour justement protéger, nettoyer, enlever cette langue noire qui vient justement créer des dysfonctionnements dans la vie des gens qui viennent nous voir. Dans les couples, souvent. Oui, aussi. Alors, Nketouya vous offre beaucoup de choses et en particulier, Oui. elle vous a offert un bâton de soin en bois précieux avec un dorgé au bout. On prétend dans le bouddhisme tibétain que le dorgé fut le premier objet de l'univers à prendre forme à partir du vent, ce qui le rend d'autant plus efficace à officier et à se plier à ce que on lui demande. Qu'est-ce que vous faites avec le dorgé? Alors là, en l'occurrence, là, vous avez vu dans le livre, c'est-à-dire que Baba, son fils, a un problème à la gorge. Donc, j'interviens, je le tourne et j'enlève le dard, c'est-à-dire tout ce problème qu'il a à la gorge. Et je le fais très, très consciencieusement. On peut faire plein de choses avec le dorgé. On peut vraiment réharmoniser les énergies et enlever le mauvais. La sensiblerie comme la mélancolie sont considérées comme des faiblesses à écarter. Toute l'énergie à se remémorer le passé ou à se projeter dans le futur est considérée comme une perte de temps. Oui. On investit vraiment l'instant en Mongolie. Et on rigole beaucoup, c'est très joyeux. Oui, ça se voit, il y a une tête, quand on vous regarde ces photos. Nketouya est quelqu'un de très joyeux. Ouais, ça se voit. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant avec tout ça? Vous avez ramené ça, vous êtes, on peut dire thérapeute, je sais pas si on dit chaman. Allez, on dit chaman dans le 94. Qu'est-ce que vous faites? Qui vient vous voir? Qu'est-ce que vous faites avec Alors ça? déjà, moi je laisse venir, c'est-à-dire que je fais en sorte que les ongones me guident. Moi je dis, comme je dis, c'est pas moi qui fais. Je sais aussi que le pouvoir entre guillemets que je peux détenir par rapport aux soins, c'est pas ma propriété. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte un prêt de l'univers. Ça peut m'être aussi retiré. Et j'essaie d'être aussi humble que possible et vraiment d'assumer ce rôle d'intermédiaire comme un acte de foi. Alors la personne vous appelle, elle vous dit voilà, on vous trouve pas dans le bottin à chaman. Non, justement, j'ai pas de site non plus. Donc on vous découvre comme vous avez découvert en cherchant. Il suffit de chercher. Alors on vient vous voir. Est-ce que les gens ont besoin de parler, d'expliquer leurs problèmes, ou est-ce que quelque part, comme vous lisez sur le visage, ou sur les visages, vous voyez ce qui se passe?
Il y a un peu de tout. Parfois, les gens se livrent, mais parfois, avant même qu'ils parlent, j'ai déjà la vision du problème. Il y a autant de... C'est très spécifique, ça dépend. Est-ce que vous revêtez le costume de chaman, le masque, les attributs pour faire un soin? Non, j'ai pas besoin. Non, j'ai pas besoin. Ça leur ferait Par peur. contre, je joue de la guimbarde. La guimbarde, c'est vraiment mon ami au quotidien. Oui, puis c'est important les sons. Oui, pour moi, la guimbarde me permet vraiment de me réaligner et surtout de m'ancrer. C'est très important d'être ancré. Sinon, c'est pas la peine Enfin, les gens qui ne sont pas ancrés, moi, je leur déconseille vraiment de faire du chamanisme. Parce que ça demande vraiment d'avoir les 2 pieds sur la terre. Alors, est-ce que vous faites des formations aussi? Non. Oui. Non. Non, mais je ne sais pas ce que les ongones me réservent, comme je dis, et je laisse faire. C'est-à-dire que si les gens viennent à moi, je les accueille, et à partir de là, je considère que tous les gens qui viennent à moi, c'est que je peux leur apporter une réponse. Alors après, la forme, elle est évolutive. Mais j'essaie d'être pas très interventionniste, c'est-à-dire que j'ai pas d'a priori et je laisse venir. J'ai tout l'aspect, tout le déterminisme, j'essaie de le mettre de côté pour justement être un peu comme une coquille vide pour recevoir ce qui vient et me laisser guider justement par les ongodes par rapport à ma mission. Donc laissez guider les gens qui viennent chez vous? Oui. C'est-à-dire ceux qui vous trouvent? En fait, pour moi, ce qui est important, c'est de travailler pour le bien d'autrui, je dirais. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose, c'est le plus important. C'est guérir les âmes. Combien de temps va durer une séance? Ça dépend, ça aussi. Il n'y a pas de règle. Et est-ce que depuis que vous êtes arrivé, vous êtes revenu en France, vous dites que vous avez fait 8 voyages en Mongolie? Oui, ça sera le 8e cette année. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des nouveaux ongodes qui viennent d'ici? C'est-à-dire que vous êtes obligé d'aller les chercher en Mongolie ou vous en avez trouvé d'autres ici C'est beaucoup plus fort en Mongolie. On va dire que la Sibérie est pleine d'ongodes. Ici, il y a beaucoup plus de barrières. Et en Mongolie, c'est vrai que le voyage chamanique permet de rencontrer des ongodes. Ça, c'est vraiment la différence. Même si en vision, je peux voir des choses sans le costume, sans la cérémonie, dans le voyage chamanique, on rapporte des présences qu'on rapporterait pas par ailleurs. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté. Oui. Ok. C'est un intercesseur, le chaman, auprès de la part de lumière qui tôt ou tard l'emportera sur l'ombre, quel que soit le temps qu'elle mette à le réaliser. C'est bien un intercesseur auprès de la part de lumière qui tôt ou tard l'emportera sur l'ombre. Oui. C'est la dernière phrase de votre livre. Oui. Il y a une prière là. Oui, il y a la prière d'Enketuya qui paraît très simple, mais que j'ai tenu à remettre dans le livre. Vous voulez la lire? Allez-y. Je l'ai pas là. Je vais la lire. Montagne Bayan Khankrei, entourée d'eau, aide-nous à rester en paix. Aide chacun à demeurer sans souffrance, sans maladie. Protège-nous pour que l'abondance soit toujours avec nous. Si la porte de la perte est ouverte, referme-la. Laisse ouverte pour nous la porte des richesses et fais en sorte qu'elle ne se referme jamais. Aide-nous, montagne Bayar Khankrei, entourée d'eau, à rester en paix. Mais je vous ai aussi donné l'extrait lu par Enketuya, ça va être encore plus fort. Si vous pouvez. Qui est dans votre 3e extrait. Si vous pouvez. On l'a pas déjà entendu tout à l'heure, non? C'est l'extrait très court de nos 3 extraits. D'accord, c'est le 3e alors. C'est le 3e. Ok, on va le mettre tout de suite. Vous aurez la version originale. On y va. Beyo Баян-хангаа уул усмын гэдэг. Баян-хангаа уул усмын амар амгалан байгаасай. Хар толгой тун бүхэнд минь ханиад нус өвчин зовлонгой байх болтугай. Харсан эд мал буянгээ минь харж хайрлаарэ. Гарсан гарлагаа минь тааж хайрлаарэ. Орох орлогоо минь оруулж хайрлаарэ. Орон баян манах минь гэгээд ингээд залбирдаг байхгүй нийтэн. C'est bien. C'est bien, mais c'est difficile, difficile à refaire. Hein. Mais pour moi, c'est très précieux parce que c'est vrai que Enketuya ne dit pas grand-chose. C'est vraiment les esprits t'enseigneront.
Et ça peut beaucoup dérouter les Occidentaux qui viennent parfois avec leur petit cahier, le mode d'emploi, qui cherchent des symboles figés. Et là, c'est vraiment, mais débrouille-toi, les esprits t'enseigneront. Et tout paraît simple dans cette formule. Et c'est vrai qu'on va de découverte en découverte si on accepte que la porte de l'invisible vous soit ouverte et qu'à partir de là, on est vraiment sur le terrain de l'expérience. C'est aussi l'endroit où c'est une des dernières tribus d'éleveurs de rennes. Oui. Et j'ai entendu il y a très peu de temps qu'ils veulent absolument tuer les rennes. Ils trouvent qu'il y en a trop. Vous êtes au courant de ça? Il y a une pétition qui est en train de se signer. Nketuya aime beaucoup ses rennes. Oui, justement, mais c'est pas les éleveurs de rennes qui veulent plus de rennes. C'est le gouvernement de je sais pas quel pays là-haut qui trouve qu'il y a trop de rennes et qu'il va falloir en exterminer une partie. Enfin, mais c'est peut-être pas en Mongolie. Bah, j'espère. De toute façon, où que ça se passe, je trouve que c'est peut-être chez les Samis, un peu plus. Ouais. Donc il y a tout un passage avec les rennes, la course des rennes. Et la corne du petit renne cassé là, où là il y a eu quelque chose de providentiel parce qu'un petit renne souffrait beaucoup. Alors Anne encore s'en occupait beaucoup, elle lui donnait du lichen, elle le chouchoutait, tout ça. Et puis le petit renne, il avait toujours sa corne qui était cassée. Et alors, alléluia, ça c'est pas très chamanique, mais il y a un vétérinaire qui passe par là, Ronan, qui est en voyage de noces avec sa femme. Il savait pas pourquoi, il avait amené sa trousse. Et alors là, donc, il a tout sauf l'anesthésiant. Donc, il y a des gars solides qui vont tenir le renne. Et on a décidé d'anesthésier le petit renne avec de la vodka. C'est très efficace. Ah, la médecine traditionnelle est là aussi, parce que même elle se fait à un moment morte par un chien au mollet, et elle va quand même dans un hôpital. Hein. Tout n'est pas non plus guérissable avec les... Oui. Il y a une partie, comme il est dit dans le livre, il faut rester humble. Voilà, beaucoup d'humilité. Et alors justement, l'épisode du chien, moi ça m'a beaucoup appris parce que bien que chaman, on peut pas se sentir invulnérable. Il y a une espèce d'humilité toujours. On est à l'abri de rien, on investit l'instant, on peut être en fragilité, on peut en effet, même si on est Nketuya, la grande chamane, se faire mordre par un chien. Et ça, c'est toujours une grande leçon chez Nketuya parce que elle est jamais en surpuissance. Ils dorment dehors, les chiens, la nuit? Oui. Les molosses. Avec moins 50 degrés? Souvent, on va les mettre à la ville. Et puis alors, cette année, ce qui était intéressant, c'est que les chats ont investi un peu le camp aussi. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Ah bon, il n'y en avait pas avant? Avant, non. Non. Mais ils ont un rapport particulier aux animaux. Hein. Par exemple, aux chiens... on va leur donner tout et n'importe quoi. Hein. Des épluchures, ça pourrait nous choquer, nous. Surtout avec le froid qu'il fait. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission? Je rappelle que votre livre rapporte les étapes de votre initiation, vos visions, votre rencontre avec les esprits, les cérémonies et les rituels qui accompagnent la quête. Donc, vous nous transportez dans la vie du tipi de la chamane où Mongols et voyageurs étrangers viennent chercher des réponses, des miracles et des réparations. Alors moi, ce qui me semble important, c'est que justement, c'est de dire que un chaman doit avant tout avoir la foi dans l'existence d'un monde surnaturel. C'est pour ça que c'est pas des techniques, c'est-à-dire c'est vraiment un acte d'amour, un acte de foi. C'est une prière envers l'invisible. Faut pas avoir peur non plus. Non, mais j'ai jamais eu peur personnellement. Parce que d'une façon innée, j'ai toujours eu accès à cet invisible. Et puis j'ai mon miroir. Vous voyez ce miroir que je porte autour du cou? Oui, vous allez de l'autre côté du miroir. Voilà, ça devrait vous plaire. Et c'est en effet une protection et ça permet aussi d'aller au-delà du miroir. Faites voir, c'est un vrai miroir. Oui, c'est un vrai miroir. Mais on voit pas vraiment dedans, hein. C'est un miroir sans teint, quoi. Alors quand je me promène dans les rues d'Oulan-Bator, tout le monde a cette espèce de considération en disant elle est chamane. Parce que si j'étais pas chamane, j'aurais pas le droit de porter le miroir. D'accord. Qu'ici, on se dit c'est un joli bijou. Ouais. Moi, j'ai une lune et un soleil. Bon. Voilà. Non, mais c'est pas un miroir où on se reflète pas dedans. C'est un miroir dépoli, quoi. Oui, tout à fait. Oui. C'est une grande, c'est rond, quoi. Et c'est un peu doré quand même. Et cet acte de foi, c'est vraiment
cette envie d'aider son prochain. En fait, le chaman est au service. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec le chamanisme. Ok, si on veut vous retrouver, on fait comment? Eh bien, on vous contacte. Et à ce non, moment-là, non, moi je ne peux pas. on me trouve sur Facebook. D'accord. Et puis à ce moment-là, on met un vous- petit message sur Messenger. Voilà, Brigitte, comme ça s'écrit. Donnez l'orthographe peut-être. Non, Brigitte avec 2 TE à la fin. C'est pas Brigitte, c'est Brigitte avec 2 TE. Pietrzak, alors Pietrzak. Le livre s'appelle La chamane qui lit sur les visages. C'est aux éditions Maya. On va terminer avec le tambour. Le tambour, c'est la 3e. C'est l'extrait le plus long. Comme j'ai pas le temps. Oui, ça doit être ça. Allez, on est reparti en tambour jusqu'à la fin de l'émission. Merci à vous, Brigitte. Merci Joël. Merci, Brigitte. Merci Brigitte beaucoup. Pietrzak. Merci beaucoup. Merci.